Vous l'avez demandé, vous l'avez attendu, et maintenant vous l'avez enfin. Ma première vidéo sur le lore de Forsaken. Et bon Dieu qu'il s'en est passé des choses pendant que j'écrivais le script. Mais bon, c'est pas la motivation qui me manque. D'ailleurs oui, j'ai bien dit première partie, car au vu du contenu qu'il y a à expliquer dans ce jeu, je préfère faire plusieurs parties pour parler de tout. Du coup, cette première vidéo se concentrera sur l'intrigue du jeu, ainsi que sur les origines de chaque tueur. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo cette fois-ci sur les survivants, et éventuellement, je ferai aussi des vidéos sur les skins. Parce que vous vous doutez bien que si je devais parler de tout en une seule vidéo, cette dernière ferait 4 heures, et j'ai pas envie de faire ça. Bien, maintenant que j'ai tout expliqué, c'est parti pour commencer cette première vidéo sur le lore de Forsaken. Bien, avant de parler des tueurs, je vais d'abord parler du scénario de Forsaken. Pour rappel, Forsaken est un jeu de survie très inspiré de Dead by Daylight. Vous incarnez des survivants avec leurs propres capacités ou bien des tueurs. Mais du coup, c'est quoi le contexte? Pourquoi on est là à survivre contre des êtres hostiles dans des lieux semblants abandonnés? Eh bien, pour expliquer tout ça, on va parler d'un personnage, le Spectre. Le Spectre est le créateur du monde de Forsaken. C'est un peu sa dimension de poche. Il est un être qui n'a pas de forme physique. C'est un être omnipotent et omniscient. Un peu comme un dieu. Mais c'est surtout un grand psychopathe. En gros, son passe-temps, c'est aller dans la ville de Robloxia, emmener des habitants de cette ville dans sa dimension et les forcer à jouer à des jeux mortels. Et ainsi les faire souffrir pour le divertissement, pour l'éternité. Sachant qu'il ne choisit pas ses victimes au hasard, car le spectre vise généralement des personnes vulnérables psychologiquement. Et ce, à n'importe quel moment de leur vie. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui le motive à faire tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se nourrit de la souffrance et du désespoir de ses prisonniers. Dans le lore de Forsaken, il y a différents éléments majeurs qui sont pris en compte, que ce soit des événements ou des factions, mais on aura le temps d'en parler au fur et à mesure des présentations de chaque personnage. Et justement, je propose qu'on parle maintenant des tueurs. Slasher. Slasher est le seul tueur gratuit que vous aurez de disponible dès que vous lancerez Forsaken pour la première fois. Auparavant, ce personnage n'existait pas, et à la place, il y avait comme tueur Jason. Oui, le célèbre Jason Voorhees de la licence Vendredi 13. Et son apparence dans Forsaken est tirée d'un jeu Roblox nommé Survive and Kill the Killers in Area 51, un jeu de survie d'horreur sorti en 2014. Mais depuis la mise à jour 3.1.0, Slasher a été créé pour être un personnage original, et ainsi remplacer Jason pour éviter les risques de copyright. Mais l'inspiration reste bien là. Mais du coup, c'est quoi l'histoire de Slasher? Eh bien, Slasher est ce qu'on appelle un bacon hearse, ou en français, un cheveu en bacon. C'est-à-dire un personnage avec comme apparence cet avatar. Un individu avec la peau blanche et des cheveux qui ressemblent à des tranches de bacon. Il est le second avatar le plus célèbre de Roblox. Et il est en général utilisé par les nouveaux joueurs qui ne se prennent pas la tête avec leur apparence. Et il faut savoir que l'histoire de Slasher est en partie liée à un film d'animation populaire du nom de The Last Guest, créé par la chaîne YouTube Oblivious HD. Alors il n'est pas canon au film, mais son histoire se base quand même sur l'intrigue de ce dernier. Au départ, Slasher était un garçon nommé Jason, et parmi les autres bacon hearse, il était considéré comme un être moche, stupide et faible, ce qui lui a valu de se faire harceler dans sa jeunesse. Mais heureusement, la seule personne sur qui il pouvait compter, c'était sa mère. Mais après quelques années, Jason rejoint le Bacon Empire, ou l'Empire Bacon. Oui, ça va loin effectivement, mais on peut aller encore plus loin, car l'objectif derrière cette organisation, c'est de montrer à Robloxia que les Bacon Hearse sont une race supérieure. Cela me rappelle un peu quelqu'un, et ça m'interroge sur à quoi ressemble leur réunion. Ah, mes chers camarades Baconhearts, pendant trop longtemps, Robloxia a refusé de reconnaître notre vraie valeur et ils se permettent d'accepter les guests dans notre société. Cela ne peut plus durer. Alors pour prouver au monde notre supériorité, nous allons débuter une grande guerre. Mon avocat m'a conseillé de ne pas finir cette blague. Enfin bref. Ah oui, les guests, parlons-en. Qu'est-ce que c'est du coup? Dans l'univers de Roblox, il y a un type de personne assez répandu qui s'appelle les guests. Et les guests, qui veut dire invité en français, est un concept, aujourd'hui retiré, qui permettait aux joueurs de jouer à Roblox sans créer de compte, leur donnant un avatar avec une apparence limitée. Et les Bacon Hearse les considèrent comme des ennemis. Du coup, leur plan est de rassembler une grande armée pour faire un génocide. Mais Robloxia ne se laisse pas faire et déploie ses forces militaires pour se dresser contre l'Empire Bacon, débutant ainsi la Guest War. Une guerre dans laquelle Jason se sentira pour la première fois à égalité avec ses confrères Bacon Hearse. Malheureusement, lui et son camp perdent la guerre. Jason se fera tuer et ses restes seront emmenés dans la zone 51, une zone militaire top secrète contrôlée par l'Empire. Là-bas, Jason se fera ramener à la vie par les siens,
grâce au pouvoir d'un livre maudit, le Necrobloxicon. Mais cette seconde chance n'était pas par pitié, non. Il a été choisi pour devenir le sujet de test du projet 13, une expérience scientifique visant à créer un super soldat. Pourquoi lui précisément? Eh bien parce que le Necrobloxicon requérait le corps d'une personne dont sa famille n'a qu'un seul membre encore en vie. Oui, c'est très précis, oui. Ce qui pourrait supposer que la mère de Jason est encore en vie justement. Après cette résurrection, Jason va subir des expériences horribles menées par ceux pour qui il a combattu. Et ce, pendant longtemps. Et malgré qu'il a cherché à se débattre, le projet 13 devient un succès. Jason devient un être immortel et assoiffé de sang, slasher. Après ça, il gardera le Necrobloxicon pour garder sa forme. Mais il commencera à entendre une voix. Et Slasher est persuadé qu'il s'agit de sa mère. En fait, non. Ouais, parce que lui il ne le sait pas, mais en réalité le livre n'a pas vraiment de contrôle sur Slasher. Cependant, ce dernier imite la voix d'un être cher pour le manipuler et maintenir son emprise sur lui. Ce qui fera perdre à Slasher le sens de la réalité. Mais ce n'est pas fini, car un jour, une évasion organisée par un certain opérateur aura lieu dans la zone. Et Slasher aura donc l'opportunité de s'échapper de la zone 51 en compagnie d'autres prisonniers. Et l'histoire s'arrête jusqu'à son apparition dans la dimension du spectre, car pour l'instant, on ignore comment il a pu arriver dans ce monde. Maintenant qu'on a fini de parler de son histoire, parlons de son gameplay. Quand vous jouez Slasher, vous aurez une attaque de base nommée Slash, qui vous permet d'attaquer un survivant et de lui donner un effet de saignement pendant 5 secondes. Mais vous aurez également 3 capacités. En premier, vous avez Behead, qui vous permet de faire un dash et infliger un effet vulnérabilité sur un survivant. Cependant, vous aurez ensuite l'effet lenteur pendant 2 secondes. Ensuite, vous avez Gashing Wound, qui vous permet de faire un combo qui inflige de lourds dégâts à un survivant. Cependant, cela vous arrête net à l'utilisation, donc faites attention à bien vous en servir. Et enfin, vous avez Raging Pace, qui vous permet de voir un survivant à travers les murs, d'être insensible à l'étourdissement, ainsi que d'augmenter les dégâts de votre prochaine attaque. Mais en contrepartie, vous ne pourrez vous déplacer qu'à une certaine vitesse, et cela consommera votre endurance. Cela dit, Raging Pace vous permet de faire un dash si vous utilisez Slash ou Behead quand il est actif. Et je vais terminer sur un détail intéressant. Si vous jouez Slasher durant un vendredi 13, peu importe le mois, les stats de ce dernier se verront drastiquement augmenter. Et en prime, vous obtiendrez le succès Mother's Calling. Bien, on va pouvoir passer au tueur suivant. Cool Kid. Si vous êtes un ancien de Roblox, il y a des chances que vous le connaissez. Dans l'histoire de Roblox, Cool Kid est le nom d'un compte alternatif d'un exploiteur. Un exploiteur, en gros, dans le domaine du jeu vidéo, c'est quelqu'un qui prend le contrôle d'un serveur pour faire des conneries. Et l'exploiteur à qui appartient le compte est connu sous le nom de 007N7. Il utilisait ce compte pour créer le Cool GUI, un outil permettant d'exploiter un serveur, et aussi pour créer le groupe Team Cool Kid, afin de réunir des gens et d'exploiter des serveurs en groupe. Mais aujourd'hui, le compte Cool Kid a été banni de la plateforme, signalé pour avoir vandalisé plusieurs jeux Roblox, notamment le jeu Natural Disaster Survival, ainsi que Work at a Pizza Place. Ça, c'est l'origine du personnage dans Roblox. Mais qu'en est-il de son histoire dans Forsaken? Eh bien, dans le lore, il est écrit que Cool Kid est un enfant âgé de 10 ans. Un enfant abandonné pour sa couleur de peau, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Alors, que ton enfant soit rouge, c'est bizarre, ok. Mais de là à l'abandonner, je suis pas sûr. Mais ce dernier sera retrouvé devant la porte d'un ancien et célèbre hacker, 007N7. Ce dernier ayant arrêté sa carrière dans le hacking et qu'il se sentait mal de laisser un enfant tout seul, il choisit de devenir le père adoptif de Cool Kid. Et alors que 007N7 élève l'enfant, ce dernier découvre l'une des créations de son père, le Cool GUI, un outil puissant permettant de prendre le contrôle total d'un jeu et qui donne des pouvoirs à son utilisateur. 007N7 lui utilise une version plus faible du Cool GUI, mais Cool Kid a réussi à mettre la main sur la version originale. Et quand tu mets un tel pouvoir aux mains d'un enfant de 10 ans, ça ne se passe jamais bien. Je veux dire, c'est comme donner à un enfant, je sais pas, un fruit qui te donne des pouvoirs par exemple. C'est absolument sûr que ça ne donne pas un bon résultat. Ouais, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais bref, résultat, Cool Kid sèmera le chaos et la destruction dans Robloxia, ciblant différents jeux en plus de créer un véritable groupe. Et 007N7 dans tout ça? Eh ben, malheureusement, il se montre négligent, car après avoir découvert que son fils utilisait le Cool GUI, sa seule solution, c'est de le cacher, au lieu de le détruire. Et con lui, hein. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Non. Voilà. Du coup, sans surprise, le chaos a continué. Et à la suite d'une attaque à la pizzeria de Robloxia, là où travaillait notre cher Elliot, Cool Kid et 007N7 se feront blacklister et seront désormais défendus d'y remettre les pieds. Après ça, Cool Kid disparaît complètement. 007N7 aura beau le chercher partout, ainsi que mettre des avis de recherche, son fils
devient introuvable. Cela dit, ça a permis au groupe de Cool Kid de disparaître avec le temps. Comme ça, la ville est tranquille. Mais la réalité derrière la disparition de l'enfant est troublante. La vérité, c'est qu'il a été emmené dans le monde du spectre, alors que son père n'était pas avec lui. J'aurais bien dit comment et pourquoi, mais cela n'a pas encore été cité. Par la suite, le spectre va manipuler Cool Kid, lui faisant croire que le jeu mortel est un simple jeu de chat, et que ceux qu'il tue tombent juste de fatigue. Mais en fait non, il ne se rend pas compte que c'est un jeu mortel. Du coup, croyant au mensonge du spectre, il tuera tous les survivants sur son chemin, encore et encore. Mais il finira par voir la réalité, et malgré tout, il acceptera le monstre qu'il est devenu, de ce que l'on peut voir par son skin Milestone 4. Maintenant, parlons de son gameplay. Comme pour Slasher, vous aurez une attaque de base, en l'occurrence pour Cool Kid c'est Punch, et 3 capacités. La première se nomme Corrupt Nature, et il vous permet de lancer un projectile qui traverse toutes les surfaces. Ensuite, il y a Walk Speed Override, qui vous permet de faire une charge en ligne droite. Et si vous touchez un survivant, il aura un effet brûlure. Et enfin, vous avez Pizza Delivery, qui vous permet de faire apparaître des acolytes pour qu'ils traquent les survivants dans un temps limité. Et s'ils en touchent un, ce dernier aura les effets brûlure et lenteur. John Doe. Alors, son origine est assez particulière. John Doe est le second compte à avoir été créé sur la plateforme Roblox. Il a été créé en 2005 par le créateur du jeu, dans le but d'être un simple compte test. Mais malgré tout, le compte est devenu le centre de rumeurs qui ont fait surface en février 2017. Des rumeurs qui disent que John Doe, ainsi qu'un autre compte du nom de Jendo, seraient tous les deux des hackers et qu'ils viendraient détruire Roblox à la date du 18 mars de la même année. Genre c'est Minus et Cortex le bail. Essayez de conquérir le monde. Mais évidemment, ce n'étaient pas des hackers et il ne s'est rien passé à cette date-là. Cela dit, si vous voulez savoir d'où vient la corruption sur le corps de John Doe, elle n'est pas tirée de la légende en elle-même, mais plutôt d'une vidéo YouTube postée par un certain Sonny the Bandit, dans laquelle était montré un script permettant de faire de l'exploit, mais aussi qui vous donnait une apparence semblable à John Doe, mais avec un bras corrompu et tranchant. Bien, maintenant parlons de son histoire dans Forsaken. John Doe était une personne décontractée et très sociable, et il est marié à Jen Doe, qui elle en revanche est une personne plutôt réservée. Ils sont tous les deux employés au quartier général de Roblox et sont au service des administrateurs, ou admins pour faire court, pour faire des tests sur des codes défectueux. En gros, les admins c'est un groupe de Robloxiens haut placés qui gèrent et assurent la sécurité de Roblox. Mais pour en revenir à notre couple, John était chargé de faire du travail au bureau, tandis que Jane faisait plutôt des missions sur le terrain. Et alors que nos deux amoureux vivent une vie paisible et heureuse, les problèmes arrivent. Le 18 mars 2017, John Doe devient mystérieusement corrompu par un parasite fait de codes défectueux. Le dangereux parasite va propager son code dans tout son corps, le transformant lentement en monstre, lui détruisant son identité et ses souvenirs, ainsi que lui faisant oublier sa femme. La progression de cette corruption peut se voir via les skins Milestone. Le skin Milestone 1 nous montre John Doe corrompu par le parasite, mais avec son apparence d'origine encore visible. Mais si on avance jusqu'au skin Milestone 4, c'est là qu'on peut voir que la corruption aura complètement englouti John Doe. Et si jamais vous vous posez la question, malheureusement, la corruption est permanente. Et essayer de l'enlever causerait la mort de John Doe. Depuis ce jour, des rumeurs et des théories sur la vérité des événements ont commencé à circuler. Certains disent que John Doe est la personne responsable de la disparition de son mari, et d'autres disent que John va revenir pour prendre le contrôle de Robloxia. En tout cas, la nature de son arrivée dans la dimension du spectre reste encore inconnue. Bien, maintenant passons à son gameplay. Déjà, John Doe fait partie des quelques tueurs à avoir des capacités passives. Exemple concret, la capacité Natural Malevolence, qui vous permet de laisser une traînée de corruption quand vous marchez. Et si un survivant marche dessus, il aura l'effet corruption pendant 3 secondes. C'est typiquement la même chose que le poison et le saignement. Pour maintenant parler des attaques, vous avez l'attaque de base qui se nomme Slash. Encore. Et pour les capacités, vous avez la première qui s'appelle Corrupt Energy, qui vous permet de faire apparaître un barrage de pics qui émergeront en fonction de où vous regardez. Ensuite, la deuxième capacité s'appelle Digital Footprint, et elle vous permet de poser un piège qui donnera l'effet corruption et lenteur à quiconque marche dessus. Et enfin, vous avez la troisième capacité qui s'appelle 404 Error, qui elle vous permet tout simplement de voir temporairement les auras de tous les survivants. D'ailleurs, si jamais un survivant vous étourdit pendant que vous utilisez Corrupt Energy ou 404 Error, vous bénéficierez de la deuxième capacité passive intitulée Unstoppable, qui permet de mettre la durée de l'étourdissement à 2 secondes maximum et aussi de vous donner un boost de vitesse à la fin. Ah, et une toute dernière chose, si vous jouez John Doe un 18 mars, comme pour Slasher, les stats de ce dernier vont drastiquement augmenter. Et en plus de ça, vous débloquerez le succès It's Just a Rumor. C'est cadeau. No League.
Ah, Nolly, mon main, mais aussi l'un des mythes les plus connus de l'histoire de Roblox. Nolly est basé sur le mythe du même nom qui a vu le jour en février 2010, quand un joueur nommé Yale University a fait un post sur un mystérieux compte du nom de Nolly, et il a également partagé des événements étranges autour de celui-ci. Cependant, le compte aurait été ensuite supprimé, sûrement par Roblox lui-même. Depuis ce jour, le mythe de Nolly est devenu très populaire, et des gens théorisent sur le fait que Nolly serait soit un hacker, soit un glitch, ou bien même un fantôme. En ce qui concerne son histoire dans le jeu, Nolly est un être ancien et célèbre qui gérait auparavant son propre one-man show, ayant diverti beaucoup de personnes mais en contrepartie inspiré des hackers comme 007 Cependant, derrière sa personnalité de comédien, Nolly est en réalité un arnaqueur, un escroc. Un escroc qui a su utiliser ses méthodes douteuses pour carrément voler la couronne de quelqu'un. Au fil du temps, Nolly devient détesté par les admins et finit par subir le châtiment de disparaître du système. Après ça, Nolly serait devenu une légende, perdu dans le temps. Et dans une tentative désespérée de reprendre le pouvoir, il va s'emparer d'un artefact nommé le Void Crown, la couronne du néant. Au fil du temps, il va commencer à perdre son âme, son corps, ainsi que son esprit à petit feu, au point que son corps pourrisse, jusqu'à ce que le spectre arrive et lui fasse une proposition, rejoindre son monde. Ce que Nolly va accepter volontiers, obtenant ainsi une chance de montrer ses talents au spectre, mais aussi un pouvoir qu'aucun exploiteur n'a pu obtenir. Et sur le terrain, ce n'est clairement pas quelqu'un de tranquille. Nolly est un maître de la manipulation et un psychopathe sans pitié. Il massacre les survivants purement pour la notoriété, l'attention et le divertissement. Et son but à lui désormais est d'utiliser ce jeu de la mort à son avantage et d'en devenir la star. Nolly et le spectre sont maintenant considérés comme des partenaires, et Nolly voit sa dimension comme son nouveau chez lui, et veut y rester pour toujours, résidant dans une église. Maintenant, pour parler du gameplay, autant Nolly est fun à jouer quand on est tueur, autant quand on est survivant, il y a de quoi devenir paranoïaque. On va commencer par parler des capacités passives, pour que vous ayez le tableau. Déjà, il y a la capacité Hallucinations. Comme son nom l'indique, Nolly peut faire subir des hallucinations aux survivants. Hallucinations qui ne seront visibles que par votre point de vue. Cela peut être simplement le timer qui déconne, ou bien des capacités de personnages support qui sont fausses, ou bien même l'apparition de clones de Nolly qui attaqueront les joueurs. Ah, et aussi, Nolly pourra voir l'aura des survivants qui ont l'effet hallucination. Ensuite, la deuxième capacité passive et pas des moindres, Prankster. En gros, dans les parties où Nolly est le tueur, il y aura plus de générateurs que nécessaire sur la map. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des faux générateurs. Et si vous en finissez un, vous aurez l'effet hallucination 3. Mais rassurez-vous, il y a des indices qui montrent si le générateur est vrai ou faux, comme les sons qu'il produit ou un chiffre manquant dans le puzzle. Maintenant, en ce qui concerne ses attaques, vous aurez l'attaque de base intitulée Stab, et comme d'habitude, 3 capacités. Tout d'abord, vous avez la capacité Void Rush, qui est littéralement ma préférée. En gros, est-ce que vous voyez la frappe foudroyante dans Demon Slayer ? Eh bah c'est un peu pareil en fait. Quand vous utilisez cette capacité, vous prenez de l'élan et faites une charge, un peu comme le Walk Speed Override de Cool Kid. Mais cette fois-ci, vous avez la possibilité de faire des virages, comme un bolide dans une piste de course. Mais la partie la plus amusante, c'est que si vous touchez un survivant, la capacité ne s'arrête pas. Vous pouvez refaire une charge. Et donc, soit vous attaquez le survivant que vous avez déjà frappé, et seulement là, le Void Rush s'arrêtera, soit vous chargez sur un autre survivant, qui vous permettra ensuite de charger sur un autre survivant, et ainsi de suite jusqu'à frapper un survivant que vous avez déjà attaqué pour conclure le Void Rush. Voilà, moi perso je trouve ça marrant. Ensuite, vous avez la capacité Nova, qui vous permet de lancer un projectile qui attire les survivants à proximité vers l'impact. Et enfin, vous avez la dernière capacité intitulée Observant, qui vous permet tout simplement de vous téléporter à un générateur de votre choix. Et aussi, ce que j'adore avec Nolly, c'est qu'il a une façon de parler qui moi perso me fascine. En gros, il parle avec des dialogues préenregistrés ainsi que des mèmes, mais de manière glitchée. Et je sais pas, je trouve ça sympa. Je vous laisse écouter. All I can spare. Are you kidding? I hate this with you. Voilà, maintenant on peut passer à la suite. 1x1, x1, x1. Nous avons devant nous de nouveau une tête mémorable de l'histoire de Roblox. Et pas des moindres. 1x1x1x1 est un compte créé le 25 octobre 2007. Et des gens partageaient des rumeurs qui disaient que ce compte était celui d'un hacker. Or, la vérité est tout autre. En fait, 1x1x1x1 est un compte créé par un des développeurs de Roblox, John Shedletsky. Et il l'avait créé dans le but qu'il fasse partie du petit lore de la plateforme. Et du coup, pour vous expliquer, si vous trouviez le Necrobloxicon dans le marketplace, oui parce que je ne l'ai pas dit, mais le livre maudit est un objet qu'on pouvait acheter dans le marketplace. Bref, donc si vous le trouviez et que vous lisiez la description, on pouvait lire ceci. Et ainsi, une grande obscurité fit son apparition dans ce monde. Un être de haine pure nommé 1x1x1x1, ou plus tard, simplement l'adversaire. 1x1x1x1 est une entité de la 4ème dimension, qui aborde Robloxia pour sa 3D, et s'est juré de la détruire. 1x1x1x1 fut emprisonné par 2x2 à l'aube des temps, mais certains cherchent à le libérer.
En fait, le gars, il a une backstory digne d'un shonen, c'est fou. Du coup, au fil des années, on aura eu le droit à des références, des easter eggs, et même une apparition de 1x555 en tant que boss dans l'événement Roblox The Games. Aujourd'hui, le compte en question est inactif et il ne s'appelle plus 1x555, mais Roblox User 81619. Ce qui est beaucoup moins classe, je le reconnais. Parlons maintenant de son histoire dans Forsaken. 1x1x1x1 est donc une entité de la 4ème dimension, et sa backstory est principalement liée au survivant Shedletsky. Donc on va parler un peu de son histoire aussi. Après que Robloxia s'est fait attaquer par une menace puissante et inconnue, Shedletsky, connu sous le nom de Telamon, a créé le Conseil des épées légendaires, avec comme fondation la série de jeux Sword Fights on the Heights. Un conseil qui existe pour assurer la protection de Robloxia, et dans lequel sont unis des êtres détenteurs d'épées créés pour représenter différentes vertus. Et le conseil est géré par 2 épées, Illumina, possédée par Shedletsky, et Darkheart, possédée par quelqu'un d'autre. Cependant, plus le pouvoir et l'influence de Telamon devenaient grands, plus son arrogance le devenait aussi. Et cela va empirer quand il sera exposé au Necrobloxicon. Par une suite d'événements inconnus, Shedletsky commet un acte égoïste et culminant, donnant naissance à 1x1x1x1, une manifestation physique de tout ce qu'il déteste, son arrogance, son égoïsme et sa soif de pouvoir. Le corps d'origine dans lequel 1x1x1x1 était emprisonné finit par se décomposer et tomber en lambeaux. Peu après sa création, 1x1x1x1 va attaquer divers lieux, ainsi que différentes versions de Sword Fight on the Heights, se créant une véritable notoriété. Son pouvoir se montre extrêmement redoutable, notamment grâce à l'épée Venom Shank, une des épées légendaires ayant le pouvoir d'empoisonner et de corrompre les fonctions vitales des joueurs dans leur code. Tous ceux qui sont tués par 1x1x1x1 deviennent des zombies à son service. Et alors que sa force et sa notoriété augmentent, des fragments de mémoire font surface dans la tête de 1x1x1x1, intensifiant une haine directement envers Shedletsky. Et un jour, 1x1x1x1 avec son armée et Shedletsky finissent par se battre dans un combat final. La fin de cette bataille reste encore inconnue, mais on penche à croire que 1x1x1x1 est le vainqueur. Et les raisons qui ont conduit les 2 épéistes à être entrés dans la dimension du spectre sont également un mystère. Concernant son gameplay, vous aurez évidemment l'attaque de base intitulée Slash, qui donne un effet poison et glitch, mais aussi non pas 3, mais 4 capacités. Vous avez d'abord la capacité Mass Infection, qui vous permet de lancer une onde de choc qui traverse toute matière. Ensuite, vous avez la capacité Entanglement, qui permet, en plus de faire mal, d'immobiliser un survivant et de donner l'effet vulnérabilité pendant 6 secondes. Ensuite, la 3ème capacité intitulée Unstable Eye vous permet de voir les auras de tous les survivants, mais en contrepartie, votre vue devient très floue. Et pour finir, la 4ème et dernière capacité, Rejuvenate the Rotten, qui vous permet de ressusciter les survivants que vous avez tués, les transformant en morts vivants qui attaqueront les autres survivants qui s'approchent. Guest 666. Alors là, accrochez-vous car c'est un gros morceau, dans tous les sens du terme. Guest 666 est à la base un mythe iconique de Roblox. Un mythe qui racontait que c'était un compte qui avait les pouvoirs d'administrateur dans n'importe quel jeu qui rejoignait, et qui aussi pouvait parler dans le chat, ce qu'un compte guest n'est pas censé pouvoir faire. Mais des rumeurs disaient aussi qu'il bannissait n'importe qui oserait harceler des guests, genre un peu comme un justicier masqué. Mais depuis que les comptes guests ont été retirés du jeu en 2017, le mythe est un peu tombé aux oubliettes. Cependant, la chaîne YouTube Oblivious HD a décidé de créer une série sur Guest 666 la même année, faisant grandir sa popularité. En revanche, cette version de Guest 666 s'éloigne du mythe d'origine, créant une histoire à part entière. Maintenant, pour parler de son histoire dans Forsaken, il va falloir parler ARG. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ARG, il s'agit d'un récit interactif qui se sert du monde réel comme une plateforme et qui utilise différents médias pour raconter une histoire. Histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs. Et sur Roblox, il y a une trilogie de jeux créés par un compte ayant comme nom d'utilisateur I must be the reason why, qui veut dire en français « je dois en être la raison ». Et il a aussi comme nom d'affichage Newbie. Ces 3 jeux ont été créés pour nous raconter l'histoire sur la relation entre Guest 666 et un des survivants de Forsaken, Noob. Dans l'ordre, il y a le jeu A Nightmare, puis il y a A Realization, et enfin A Story. On commence avec le jeu A Story, qui, en réalité, n'est pas vraiment un jeu, parce que vous êtes juste immobile à écouter une histoire racontée par Noob. Voici donc ce que ça raconte. Tout commence avec Noob, un Robloxien ordinaire, qui se lie d'amitié avec Guest 666, aussi appelé Sixer, un guest rejeté par la communauté en raison du nombre 666 dans son nom, qui fait du coup référence au diable. Ça je pense que vous le savez déjà. Or, dans le folklore de Roblox, Guest 666 ne serait pas le diable, mais il serait cependant un supposé hacker dangereux. Au début, cela se passait très bien entre Noob et Sixer. Ils discutaient, jouaient à des jeux ensemble,
ensemble. Bref, c'était de bons amis. Mais le mythe va ensuite commencer à peser sur l'état mental de Sixer. Au fil du temps, ce dernier va devenir plus irritable, plus compétitif pendant les sessions de jeu, devenant instable dû à l'injection d'un script qui lui permet d'augmenter sa force. C'est un peu comme une addiction aux stéroïdes. Alors bien sûr, Noob va le supplier d'arrêter, mais Sixer persiste à dire qu'il en a besoin, que ça lui fabrique une identité au-dessus du mythe, qu'il peut montrer ce dont il est réellement capable, et que son ami serait fier de lui. Sauf que la relation va devenir de plus en plus difficile, jusqu'à la dernière confrontation entre les deux, dans laquelle Guest 666 croit à une trahison et craque, se mettant à attaquer son ami et le blesse, ce qui va mettre ultimement fin à leur amitié, et Sixer deviendra le mythe qu'on lui a donné. Après ces événements, même si les deux personnages ne se parlent plus, on peut trouver une lettre dans le lobby écrite par Noob, dans laquelle il s'excuse et souhaite se réconcilier. Mais ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que Sixer avait disparu. Parlons maintenant du jeu A Nightmare. Après les événements racontés dans A Story, Noob a pu se faire de nouveaux amis. Dans ce jeu, vous jouez Noob qui se balade dans une maison, mais vous sentez que votre personnage ne va pas bien. Au fur et à mesure que vous avancez, votre personnage va exprimer ses regrets. Et quand vous arriverez au deuxième étage, vous pourrez apercevoir la silhouette de Sixer dans une chambre rouge. Et dès que vous l'approcherez, il vous foncera dessus. Ce jeu explique donc que malgré ses nouveaux amis, Noob est toujours hanté par le trauma laissé par Sixer. Et maintenant, on va parler du dernier jeu, A Realization. Dans ce jeu, vous incarnez cette fois-ci Sixer. Vous entendrez la voix de ce qu'il semble être le spectre, et vous devrez traverser un labyrinthe en évitant de vous faire toucher par un Noob sans visage. Une fois que vous avez traversé le labyrinthe, vous trouverez ce qui ressemble à votre cœur, et le spectre vous poussera à l'ouvrir, nous expliquant donc que Sixer sombrera sous l'influence du spectre. À la suite de tout ça, Noob et Sixer vont tomber dans le monde de Forsaken, et notre cher Guest 666 subira une mutation qui le transformera en une créature très semblable à Satan. Référence au diable encore une fois. Maintenant, on va pouvoir parler du gameplay. Et on peut dire qu'il est plutôt bien fourni. Déjà, Guest 666 a un total de 4 capacités passives. La première, c'est Manic Fixation, et elle vous permet d'aller légèrement plus vite si vous poursuivez un survivant que vous avez touché avec vos attaques. En deuxième, vous avez Hellforge Will, qui vous permet cette fois-ci de réduire la durée des effets négatifs et de l'étourdissement de 25%. En troisième, la plus importante, Bloodhound. Celle-ci vous permet d'infliger l'effet hémorragie avec la plupart de vos attaques. Cet effet empêche les survivants de pouvoir se soigner complètement, et le seul moyen de retirer ce dernier est d'utiliser un kit de soins ou bien d'avoir l'intervention d'un autre survivant. Aussi, cette capacité vous permet de récupérer des orbes de sang laissés par les survivants, et ces derniers vous permettent d'alimenter vos pouvoirs. D'ailleurs, parlons maintenant des attaques. Vous avez d'abord l'attaque de base Carving Slash, ainsi que 3 capacités. La première capacité s'appelle Demonic Pursuit, et elle vous permet de vous jeter sur un survivant, pour ensuite lui infliger un enchaînement de coups de griffe, et enfin le jeter. Ensuite, vous aurez la deuxième capacité intitulée Infernal Cry, qui vous permet cette fois-ci de rugir sur un survivant, ce qui le forcera à vous regarder, et il subira un effet d'aveuglement pendant 4 secondes. Et enfin, vous avez la capacité Blood Rush, qui vous permet de sentir le sang dans l'air, et de voir les auras de tous les survivants pendant une période limitée. Mais il y a une dernière capacité. Si, grâce aux orbes de sang, vous avez alimenté votre pouvoir à fond, vous débloquerez la capacité Blood Hunt, qui vous permettra de pousser un grand rugissement, et là, c'est la terreur. La vue de tout le monde est obscurcie, vos cooldowns sont remis à 0, vous courez un peu plus vite, et vous ne pouvez pas être étourdi. Et tuer un survivant vous permettra de reset vos cooldowns, ainsi que de prolonger la durée du Blood Hunt. D'ailleurs, on va aussi parler de la dernière capacité passive. Quand vous utilisez les capacités qui révèlent les auras des survivants, telles qu'Infernal Cry, Blood Rush et Blood Hunt, vous pourrez utiliser la capacité Sense of Fear, qui vous permet de marquer les survivants, et donc de voir même les joueurs qui ont l'effet indétectable. Enfin, à part s'ils ont eu l'effet pendant, mais ça reste intéressant. Nosferatu. Ah, Nosferatu, le dernier tueur ajouté à ce jour, et surtout connu pour son déséquilibrage infâme à son arrivée. Ajouté lors de l'événement The Masquerade pendant la période d'Halloween 2025, il était à la base un PNJ et un marchand pour acheter des skins exclusifs, avec comme monnaie les Soukars. Et notre cher Nosferatu était achetable en tant que tueur pour le prix de 3500 Soukars. Tu parles d'un grinding de taré, mais il est ensuite devenu achetable dans la boutique du jeu pour 1922 $. Voilà, j'aime bien. J'aime bien! Et du coup, qui est ce cher Nosferatu? Eh bien, il s'agit d'un personnage original basé sur un élément du marketplace, le bundle vampire. Mais il est aussi inspiré du film Nosferatu le vampire, un film muet allemand réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau en 1922. Mais du coup, quelle est son histoire? Eh bien, pour le savoir, on peut se fier à Striga, un PNJ qui apparaît dans le lobby une fois que vous avez atteint le niveau 100 avec Nosferatu. Ce dernier nous explique que Nosferatu ferait partie d'une ancienne génération de vampires invoqués par Dracula, leur seigneur suprême.
suprême, qui, il y a une éternité de cela, a fait un accord grâce au livre maudit, le Necrobloxicon. On ne sait pas beaucoup de choses sur Dracula, mais on sait que cet accord est une malédiction qui pousse les vampires à absorber la vie des Robloxiens pour survivre. Afin d'éviter de se faire remarquer et de subir la colère des administrateurs, les vampires ont mis en place une hiérarchie stricte, afin d'avoir le contrôle sur les générations plus jeunes. Mais Nosferatu, faisant partie de la même génération que Striga, détestait cette hiérarchie, la voyant comme un fardeau inutile. Et donc il va choisir de se rebeller en massacrant un grand nombre de Robloxiens. Après cette trahison, Nosferatu se fera pourchasser par les autres vampires. Mais il va également se faire remarquer par le Spectre qui profitera de l'occasion. Un mystérieux agent au service du Spectre viendra lui faire une proposition, lui donner tout ce qu'il veut en échange de sa présence dans le monde de Forsaken et de servir le Spectre, ce qu'il va accepter. Après ça, lors de l'événement The Masquerade, Nosferatu sera trouvable dans la salle en dessous du lobby, en train de jouer de l'orgue. Salle qui sera décorée avec le même symbole que portait l'agent mystérieux. Quand vous vous approchez de lui, il vous accueille avec une grande arrogance, vous décrivant comme une perte de temps pour l'avoir dérangé pendant son moment. Plus tard, Nosferatu deviendra officiellement un tueur, et il usera de ses pouvoirs de vampire, ainsi que du code sanguinaire donné par le Spectre pour tuer les survivants. Et il aura même le droit à sa propre demeure, le Bloodfell Manor, ou le manoir sanglant en français. Striga nous explique aussi qu'il a vu l'agent avec le symbole et qu'il l'a entendu prononcer le péché de la gourmandise. Il avertit également que lui, les autres vampires ainsi que Nosferatu sont à la recherche du Necrobloxicon, pensant qu'il pourrait briser la malédiction. Sauf que ce qui est cocasse, c'est qu'à ce moment-là, ils ne savent pas que le Necrobloxicon est actuellement planté sur l'épaule de Slasher. Vous savez, le tueur sanguinaire et immortel du tout début, qui, je le rappelle, est manipulé par le livre qui imite la voix de sa mère. Pour le moment, on ne peut pas savoir si les vampires vont le découvrir, ni comment Slasher va réagir. Mais il est certain que Slasher et Nosferatu ne doivent absolument pas se rencontrer, sinon cela deviendrait une bataille sanglante. Maintenant, on va parler du gameplay. Déjà, Nosferatu a une petite capacité passive, intitulée Levitation. Et comme son nom l'indique, Nosferatu lévite en permanence. Et donc, il ne peut pas faire de bruit de pas. Ensuite, pour les attaques, vous avez l'attaque de base intitulée Lacerate, ainsi que 4 capacités. Vous avez d'abord la capacité Bloodhook, qui vous permet de faire littéralement une scorpion de Mortal Kombat. En gros, vous lancez un crochet en ligne droite, et dès que vous touchez un survivant, vous aurez un QTE à effectuer pour le ramener jusqu'à vous et lui faire des dégâts. Cependant, le survivant aura aussi un QTE à effectuer qui peut lui permettre de s'échapper. Ensuite, vous avez la capacité Cataclysme, qui vous permet de devenir invisible et de faire une charge en dessinant un pattern sur le sol. Et au bout de 2 secondes, vous revenez à l'endroit où vous étiez et le pattern que vous avez créé fera apparaître des flaques de sang. Et si un survivant marche dessus, il aura l'effet saignement 2 et lenteur 2. Ensuite, la troisième capacité se nomme Hunter's Fist. Elle vous permet de lancer un orbe de chauve-souris. Et vous pouvez même rediriger le projectile en réutilisant la capacité. Si un survivant est touché, il aura l'effet Inconscience qui lui enlève la capacité d'entendre le tueur arriver, ainsi que l'effet Créature qui, quand vous effectuerez votre prochaine attaque sur lui, il subira 25% des dégâts en plus. Et Nosferatu, en récompense, obtiendra l'invisibilité et l'effet indétectable. Et pour finir, la dernière capacité, Ascension. Elle vous permet de vous transformer en chauve-souris et de voler dans les airs. Et si vous visez bien et que vous réutilisez la capacité, vous pouvez plaquer un survivant au sol. Mais si vous ratez, vous aurez les effets lenteur 3 et vulnérabilité pendant 2 secondes. Et bien voilà, c'est la fin de ma première vidéo sur le lore de Forsaken, et j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo sera donc sur les survivants, et je pense que je vais prendre mon temps pour la réaliser. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, lâchez un like si vous avez aimé, et je vous dis à tous à la prochaine.